Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien avec un peu de lumière, c'est mieux, c'est pas mal, on est un peu rouge, mais j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme pour cette émission, deuxième Juste Bistrot de la semaine, 256e Juste Bistrot et avant-dernier de l'année. Le dernier sera demain, après c'est les vacances, alors aujourd'hui je vais pas vous mentir, vous l'aurez deviné au thème de cette vidéo, puis j'aime pas faire semblant, je suis brut de pomme comme on dit.
je vais pas vous mentir, je suis un peu retourné. Voilà, un peu KO debout. Il y a du sourire, mais je sors du film Le Consentement. Je suis allé le voir sur la pause midi, là, au Cinoche, à Lausanne. Séance de 13 heures. Donc, c'est du tout frais. Je viens tout juste d'en sortir. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc là, je bosse sur le script de ce que je veux vous dire depuis 45 minutes. Parce que à chaud, j'allais dire des dingueries, si vous voulez. Donc j'ai essayé d'analyser le bordel. C'est encore pire que ce que je pensais, vous le savez, sur une thématique qui me touche beaucoup, qui est celle de la pédocriminalité. Je le redis, c'est très important. Je n'ai pas vécu moi-même de faits pédocriminels ou quoi, donc, mais ça me touche parce que ce sont des faits de société que je trouve terriblissimes, qui sont couverts par un silence horrible. Et je ne vais pas vous mentir, la pédophilie a de beaux jours devant elle. Avec des films comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, on va essayer de rire un petit peu. Je vais tout vous expliquer après. Mais d'abord, je vais me détendre un peu. Il faut se détendre un peu parce que là, je vous avoue, ça m'a un peu mis un coup dans la tronchetta. Ouais, j'ai un peu le moral dans les godasses, hein, je vais pas vous mentir. C'est vraiment terrible, vraiment terrible. On en parlera tout à l'heure. On prendra le temps. J'ai essayé de mettre à plat tout ce que je voulais vous dire. Et ouais, c'est assez zinzin. On essaiera de réfléchir sérieusement, en fait, sérieusement à ça. Euh, voilà, j'ai un script qui va être assez long, je préfère vous dire tout de suite. Je crois qu'en fait, je vais réfléchir avec vous, les amis, réfléchir un petit peu à voix haute sur ce que veut dire ce film. Mais le pire, c'est que je vous le dis déjà, sans divulgacher ce que je vous dirai après, le pire, c'est que je crois que tout le monde doit aller le voir. Tout le monde doit aller le voir pour comprendre à quel point la pédophilie se normalise dans notre pays. Et c'est trop facile de fermer les yeux devant cette réalité. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pas faire de teasing pendant des heures. De toute façon, on va en parler très rapidement. Mais d'abord, voilà, on papote un petit peu. J'espère que vous, ça va, les copains, que vous êtes en forme. Est-ce que les fêtes se préparent bien? Ça y est. Est-ce qu'on commence un peu à avoir des courses? Là, il y a de la dinde. Est-ce qu'il y a des escargots? Parce que moi, j'adore les escargots. Donc, si vous mangez les escargots, vous pensez à moi. Ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. J'adore ça. Aujourd'hui, alors, on pourrait parler politique. Ça, c'est vrai. Mais qu'ils aillent se faire enculer. Non, mais voilà. c'est mal poli. Faut pas le dire. Mais aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. J'ai même pas envie de parler de politique aujourd'hui. La cagolerie. Alors, venez pas. Enfin, je vous en supplie, les copains, déjà que je suis en rogne et vous allez savoir pourquoi. Qu'on ne me dise pas, oui, mais la trahison des LR, mais la droite, mais l'extrême droite, mais voyez-vous. Non. C'est de la cagolerie. En tout cas, enfin, je vous partage mon avis depuis des semaines. Vous le savez, pour moi, tout ça n'est que du théâtre, avec l'intégration définitive du RN dans le parti présidentiel. Et on sait désormais, avec quelqu'un comme Bardella, que même si le RN arrive au pouvoir, cela ne changera rien au logiciel politique néolibéral qui se met en place. Donc arrêtons, si vous voulez, de prendre au sérieux Docteur d'Enfer avec Éric Ciotti ou Jordan Bardella, qui est une sorte de Michael Vendetta de l'extrême droite. Je veux dire, arrêtons de les prendre au sérieux. D'ailleurs, je peux vous dire, la rentrée se prépare déjà. J'ai déjà en tête un petit peu des choses. Il y aura une vidéo spéciale sur Jordan Bardella, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on explique qui est quand même ce bonhomme qui n'a aucun diplôme, qui est une gigantesque pompe à vélo et qu'on présente aujourd'hui comme le général de Gaulle. Il va falloir quand même qu'on soit au clair sur tout ça. Ce mec qui s'est tapé quand même, je crois que c'est la petite sœur de Marine Le Pen, ou en fait une proche très directe de Marine Le Pen. Donc on a un délire très familial et personne tape dessus. On a bien compris que Jordan Bardella est très clairement, aurait très bien pu être au RN, si tu veux. Au LREM, tu vois, on confond. Voilà, on confond. Jordan Bardella aurait très bien pu être un cadre LREM, la branche droite de LREM. Je veux dire, ça y est, le théâtre est en train de vraiment de faire son plus beau numéro sous le regard hagard de ceux qui le veulent bien. Voilà, moi aujourd'hui, j'en appelle aux forces vives, qu'on s'unisse tous ensemble et qu'on accepte les contradictions des uns et des autres. Moi, je ne suis pas pour la scission, de considérer que c'est la faute à certains membres du peuple ou quoi. Aujourd'hui, tout le peuple prend dans la gueule et je crois que c'est très important de le rappeler. Et puis, il y a aussi un grand conseil, en fait, que je vais devoir vous donner pour l'année prochaine. Alors déjà, je vais tousser, bouge pas.
Je touche, je baille, je sais plus où j'en suis. Oui, un grand conseil que je vous donne, alors vous allez voir, c'est pas glorieux, hein, mais lisez Wikipédia de plus en plus en fait. Arrêtez de vous emmerder avec BFM TV, je sais pas quoi et tout. Wikipédia, vous avez des choses très bien qui sont renseignées avec des sources et ça aide énormément à prendre la réalité. Tu vois, le truc de Bardella que je te dis sur avec qui il sort, c'est sur Wikipédia, tu vois. À partir de 2020, il est en couple avec Nolwenn Olivier, fille de Marie-Caroline Le Pen, sœur aînée de Marine Le Pen. Voilà. Hein. Ça sert à rien de se casser plus la tête. Puis tu as des sources, tu vois, si tu veux regarder les sources, hop, voilà, on t'explique. Ah, Paris Match, voilà, il est en couple avec machin. Donc, si tu veux, lisez Wikipédia. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la réalité de notre monde, vous allez avoir des sources et vous allez voir. Ça sert à rien de se casser la tête, essayer d'analyser en regardant BFM TV. Euh, on a compris, genre, on a compris maintenant. Voilà. Moi, faut aller de l'avant. Faut aller de l'avant, comme le font nos agriculteurs et à qui on envoie un gros soutien, nos agriculteurs français et allemands, bien évidemment. Vous noterez que personne ne parle de ce qui se passe en Allemagne. Vous avez des agriculteurs qui sont en train de bloquer des villes allemandes, pas un mot dans les médias, pas un mot. Donc, par contre, là, on va en faire des caisses. Vous vous rendez compte, le RN et Macron et la gauche qui va venir pleurer des larmes de crocodile. Mais si les médias ne parlent pas de la révolte de nos agriculteurs, c'est parce que la réponse, elle est peut-être là. La réponse, elle est peut-être là sur le fait que, même si c'est difficile à voir aujourd'hui, et j'en conviens, ceux qui peuvent siffler la fin de la récréation, ça ne sont pas les élites, c'est pas BFM TV, c'est pas je sais pas quoi. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple, main dans la main, qui commence à bricoler ensemble, que des gens qui ont des intérêts contraires commencent à bricoler ensemble. Rappelez-vous le début des Gilets jaunes. Pourquoi on a essayé de faire croire aux gens que les Gilets jaunes étaient antisémites, racistes, qu'ils allaient tout casser et tout ça? Tout le monde sait très bien que c'est pas vrai. Il y a eu des faits isolés, mais c'est pas parce que vous avez, par exemple, dans la classe politique française, quelqu'un comme Olivier Duhamel qui encule son beau-fils, que tous les politiciens sont des pédophiles. Quand des gens disent ça, on dit que c'est un complot. Ben c'est pareil, c'était un complot contre les Gilets jaunes. Parce qu'il y a eu un fait antisémite, on a estimé que tous les Gilets jaunes étaient antisémites. C'est du complotisme, ça. C'est du complotisme. Quand le peuple le fait en disant tous pourris en politique, on dit c'est pas bien. Ben, tous pourris chez les Gilets jaunes, c'est pas bien non plus. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le peuple peut siffler la fin de la récré. On l'a vu. Ça peut faire trembler. Et aujourd'hui, si on a une telle omerta médiatique, une telle volonté de cacher la réalité de ces faits-là, c'est pas pour rien. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans tout ça, les amis. Je trouve ça extrêmement chouette. Et malgré tout, tu vois, ça me donne envie d'être positif. Et ouais, il y a une belle année 2024 qui arrive. Je vous le dis tout de suite. Et il y a News 2000, c'est vrai, qui a raison. Qui dit, tu as dit que tu ne parlerais pas politique, tu vois. Je m'emballe, mais parce que c'est un message aujourd'hui, c'est un message positif que j'ai envie de pousser. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être. Je suis humaniste, en fait. Alors, je prends vos messages dans le chat, les amis. N'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez sur le cœur. Il y a Mister Serizawa 76 qui dit: Tu as vu ce truc, Rémi? L'Europe veut imposer des masques à filtration air pour les vaches, pour l'environnement, tu comprends. Abonnement de 65 euros par vache et par an, sachant qu'un éleveur possède en moyenne une centaine de bêtes, c'est plus de 6500 euros par an. Super, ça va les mettre bien. Oui, effectivement, j'ai entendu cette histoire-là. Honnêtement, je vous avoue, quand j'ai vu passer le truc, je pensais que c'était une vanne. Mais c'est bien. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. C'est ce que je disais ce matin sur. Enfin, c'est que mon avis, ce que je disais. Tu sais, le mec s'autocite. On a un niveau de boulard que ce site lui-même. C'est une phrase assez géniale que j'ai l'habitude de prononcer, de par d'ailleurs le fait qu'elle soit de moi-même. Non. Ce matin, j'ai fait un TikTok à la con qui est sur Twitter et compagnie. Où je tentais d'expliquer que, tu sais, il y a une enquête. Thierry Breton a lancé une enquête contre Twitter parce qu'ils n'ont pas respecté le règlement européen. Et peut-être que ça va être, tu vois, ils vont taper sur Twitter et tout. Alors, l'Union européenne qui fait une enquête, dans la mesure où ils n'arrivent pas à foutre la main sur les SMS de Son Altesse Sérénissime von der Leyen, déjà, t'imagines la gueule de l'enquête, tu vois. Mais ils font des enquêtes contre Elon Musk, qui est un des plus grands milliardaires de la planète, si tu veux. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Et je crois que ce qui va se passer... Merde, j'en fais tomber mon stylo. En jouant un petit peu au pronostic, ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'on va voir Twitter, on va voir Elon Musk qui va dire à un moment donné aux autorités européennes:
Vous êtes bien sympa, mais à partir de maintenant, allez vous faire cuire le cul, quoi, si tu veux. Il va simplement arrêter de donner accès à sa plateforme, à son réseau social au niveau de l'Union européenne. Et vous verrez hein, les pontes de l'UE qui viendront en disant ah ah, on vous l'avait bien dit, les intentions de Musk étaient néfastes, machin, machin. On a bien fait, on a bouté Musk hors de chez nous. Au moins, ils pourront se targuer de ne pas avoir été obligés de censurer la plateforme. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est la réalité nue de l'Union européenne avec ce genre de projet. Toujours plus débile, toujours plus insensé, toujours plus idéologique, toujours plus tyrannique. Hein. Et à partir de là, je crois que c'est une bonne chose. Je veux dire, le vernis va craquer. Le bon sens reprend toujours ses droits. Hein. La France est fière de son histoire, de ce moment de la Révolution où le peuple, à grands coups de fourche, est allé latter la gueule de certains arrivistes et certains profiteurs. Ça va finir comme ça. J'en appelle pas à la guerre et j'ose espérer, bien sûr, que l'issue sera la plus pacifiste possible. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que les gens vont gober? Au bout d'un moment, cela deviendra évident et ceux qui veulent gober que oui, c'est tout à fait normal qu'on bute les animaux de compagnie, qu'on mette des masques sur les vaches, qu'on censure des réseaux sociaux. Ces gens-là le feront d'eux-mêmes et il n'y a pas de problème. Tu vois, je respecte la vie de chacun. Moi, je pense que le bon sens va rattraper la masse des citoyens. Et c'est un peu le petit message que j'ai envie de porter avec Juste Milieu, c'est que ce retour du bon sens commence par nous. C'est-à-dire que si on commence déjà entre nous à se latter la gueule en disant aux gens ah oui mais eux ils font partie de la bourgeoisie donc c'est de base des salauds, on ne sera pas alliés avec eux, on va laisser gagner ce système-là. C'est évident, c'est évident. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Le système tremble lorsque des gens qui ont des intérêts contraires se battent ensemble, ou en tout cas s'allient pour manifester ensemble. Je tousse, sûrement un coup des Russes. Donc, si tu veux, je vois des gens dans le chat, hein, les amis, qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont moins optimistes que moi, comme quoi, vous voyez, tout arrive. Mais réfléchissez à ça, les amis. Si on doit peut-être laisser une chose, laisser peut-être une réflexion sur 2023, moi j'aimerais que ce soit celle-là, si vous voulez voilà, réfléchir à ce que je vous propose pour qu'on en reparle de toute façon dès l'année prochaine. Je crois que c'est ça. C'est qu'est-ce que cela peut donner si demain des gens qui ont des intérêts contradictoires, des avis contradictoires, commencent à se serrer les coudes et à accepter l'idée que malgré tout ce qui les éloigne, leur ennemi commun est le même. C'est juste à ça qu'il faut réfléchir. Moi, j'ai pas envie, tu vois. Je sais que c'est l'ami Nicolas Vidal qui parle d'autruche et de tubes digestifs. On en avait parlé dans un précédent épisode d'Alerte Générale. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est ce qui est génial, parce que justement, on débat ensemble en n'étant pas d'accord et on incarne finalement le message que je veux porter avec Juste Milieu, donc j'en suis très content. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette scission nécessaire, c'est-à-dire de reprocher au pouvoir en place de diviser pour mieux régner, et finalement en dupliquant la même logique, en disant finalement, eux, ils sont autruches, ils sont tubes digestifs, ils sont bourgeois, chacun y met sa classification. Ça revient au même, en fait. Ça n'est que diviser pour mieux régner. Et moi, je pense que c'est une erreur profonde et que le système se frotte les mains de voir que ce qu'il a inculqué en intégrant des scissions dans la société, les non-vaccinés, les pro-confinement, les je sais pas quoi, ça se perpétue, en fait. Ça se perpétue. Et même des gens bien intentionnés qui ont envie de changer les choses contribuent à maintenir des petites scissions comme ça. Je pense que c'est une erreur. Mais c'est ce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et c'est ce que j'aime bien. Et vous inquiétez pas, hein, je vois dans le chat Philanthrope qui dit vous n'êtes pas en froid le trio infernal. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, c'est vrai que j'ai une semaine qui est blindée parce que je suis en vacances mercredi soir. On aurait peut-être pu faire Alerte Générale hier, mais j'ai dit aux copains, je suis à plein gaz pour tout boucler. On a des contenus sur la boîte noire que je dois finir. On a La Farce Tranquille demain. J'avais plein de choses à finir avant les vacances. Le nouveau numéro de Juste Mensuel qu'on a envoyé à l'imprimeur aujourd'hui. J'étais un peu sur tous les fronts. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai refusé avec les copains. On le fera à la rentrée, mais tout va bien, bien évidemment. Et mieux que jamais, parce que je trouve que plus nous avons de désaccords et plus ça peut être intéressant pour faire émerger des réflexions. Et c'est ce que je trouve chouette. On ne fait pas un match de foot, quoi. C'est l'idée même d'Alerte Générale, d'ailleurs. Et c'est pour ça, hier, les deux copains, Alexis et Nicolas, étaient ensemble parce que je leur ai dit que je pouvais pas, j'étais vraiment blindé. Là, j'ai beaucoup de boulot, en fait, vraiment, jusqu'à mercredi soir. Beaucoup de boulot. À partir de jeudi, je suis en détente.
Donc, euh, donc voilà. Non, mais c'est vrai, il y a 20K91 qui dit t'es bipolaire ou bien Rémi, tu commences en disant que t'es méga grognon et désabusé, et là tu dis que tu es optimiste. Non, mais j'essaie de retrouver le sourire. Attends, je veux pas vous plomber la soirée, merde. Vous avez des grosses journées de boulot et tout. Moi, je suis allé au Cinoche, bon, voir un film pédophile, mais ça, c'est autre chose, on en reparlera. J'ai du bol de faire ce que je fais, donc faut quand même garder le sourire, faut pas déconner, vous inquiétez pas. Oui, je suis grognon, mais je vais vous expliquer pourquoi, hein, par rapport à ce film à la con. Ouais, d'ailleurs, ça va arriver parce que ça me. Tu vois, je me mords les lèvres de vous en parler. Non, mais blague à part, je suis très sérieux. Au fond, ce que je pense. Attendez. Ça. Ouais, il faut garder la banane. Quoi qu'il arrive. Et au contraire, se nourrir, tu vois, c'est comme du judo, quoi. C'est comme du judo. Il faut se nourrir de la force de ce monde, cette force dirigée contre nous, pour mieux la renverser. Putain, c'est beau. Ah, t'as vu, 2024, je suis un mélange entre Teddy Riner et Laurent Gérard. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment une. Philosophiquement, j'ai envie de m'inscrire dans cette loi. Tu vois, le juste milieu dans ta gueule. Tu vois, c'est ça. Équilibre, souplesse, zénitude, mais clé de bras quand même. Voilà, c'est très important. Il faut être optimiste, il faut se serrer les coudes et il faut devenir de plus en plus rude dans nos pensées, dans nos réflexions. Et ça me plaît, tu vois. C'est ça qui. Le juste milieu dans ta gueule. Ça, c'est très important. C'est pas du tout un appel à la violence. C'est dans ta gueule, dans tes neurones. Tu vois. Le juste milieu, tu viens comme ça, là, prendre tes neurones qui disent ouais, on va enculer des gauchistes, on va péter la gueule à des droitards. Non, tu pètes la gueule à tes neurones. Tu dis les droitards, les gauchistes, ils ont le droit d'exister. Même s'ils ont des dreadlocks, même s'ils font des saluts nazis. Bon, là, j'abuse un petit peu quand même. Hein, ça, t'as pas le droit. Enfin, si t'es en Ukraine, non, mais voilà, arrête. Arrête avec les débats. Non, je dis juste, il faut s'en prendre à nos neurones aujourd'hui. On est de plus en plus biaisés. Et on n'a pas envie de biaiser. Ça tient qu'à un i. Hein. C'est-à-dire, t'enlèves le i, tu ricanes. Mais non, c'est très important. Très important. Voilà. Et il n'y a plus de saison qui dit la parlotte, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut aller au contact. Rémi, tu passes devant. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une réflexion qui revient souvent. Mais sans péter le boulard, je te livre le fond de ma pensée sur ce point-là. Et je suis preneur dans le chat. Hein, dites si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Mais quand je dis, tu vois, que chacun doit faire sa part du job, je passe mes journées, je consacre mes journées, et je suis payé pour ça, donc je m'en plains pas, qu'on soit bien d'accord. Mais je consacre mes journées à essayer d'armer les esprits. L'expression que je reprends de l'ami Pierre-Yves Rougeron. Et en ça, j'ai l'impression de faire un bout du boulot. C'est pas avec ça qu'on va changer le monde, mais j'ai aucune prétention de changer le monde. Si déjà on peut créer une communauté juste milieu, et où on puisse nourrir des réflexions parfois qui vont à l'encontre de ce qu'on pense, qui vont à l'encontre de ce avec quoi on est d'accord, ou développer ou apprendre de nouvelles choses, ben déjà j'ai l'impression de faire mon job, tu vois. Et je pense faire plus mon job que ceux qui attendent, si tu veux, que j'aille casser la gueule à un flic pour montrer que je suis dans l'action. Si tu veux. C'est ça le truc, c'est que tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, quelqu'un qui va bricoler, qui va faire une réunion à la mairie de son village, 1 heure tous les mois, pour montrer voilà, pour s'engager dans la vie de son village, parce qu'il a compris que la politique commence là et qu'elle commence pas en regardant BFM TV pour faire croire qu'il y a un engagement. Ben, tu vois, ça, je respecte au plus haut point aussi, tu vois. Bien plus que quelqu'un qui, dans un chat, va dire aux autres, ah ouais, mais passer devant, machin, je sais pas quoi, tu vois. Je crois que l'engagement commence avec ces actions-là, qui sont des actions terre à terre, qui sont de petites actions. On va pas changer le monde. On se fout de la gueule des écolos qui veulent sauver la planète. On va pas avoir la prétention de changer le monde non plus. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver comme ça, et surtout pas se mettre sur la gueule entre nous. C'est-à-dire, pas alors, le combat entre ceux qui en disent le plus et ceux qui font des petites choses et qui vont dire ah, c'est rien, mais c'est déjà beaucoup plus que ceux qui se branlent en se prenant pour des Jean Moulin du clavier, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me guide vraiment, et je pense qui peut faire une petite différence petit à petit, parce que personne n'a la prétention de changer le monde, et que demain on puisse renverser Macron. C'est pas vrai, ce serait mentir aux gens, ce serait des mensonges des deux côtés, si tu veux. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est la vision que je défends. C'est que je prétends pas être l'abbé Pierre, je prétends pas être Jean Moulin, je prétends être juste milieu, faire ce qu'on peut, et puis si un jour ça laisse une trace en dehors de nos slips, j'entends, bah c'est déjà bien, tu vois. Mais pour l'instant, je suis dans l'action finalement. Donc j'ai l'impression d'y aller, par rapport à ça. Mais je suis d'accord, hein, il y en a qui aimeraient que ce soit plus, qui aimeraient, par exemple, et c'est un reproche que je prends, parce que c'est vrai, habitant en Suisse, tu vois, je vais pas, je fais très très rarement les manifestations en France, tu vois. Mais je le confesse, et si pour certains c'est une faute, si tu veux, je l'assume complètement.
Mais voilà, je passe mes journées à essayer de faire ce que je peux pour qu'il y ait une petite prise de conscience, qu'il y ait des petites actions, des choses comme ça. Et c'est sûrement insuffisant, mais c'est déjà plus que beaucoup, si tu veux. Donc moi, ça me plaît, moi. Ça me plaît. J'essaie de bricoler comme ça, hein. Humilité, souplesse, tireuse à bière. Ce sera le triptyque de ma République quand je serai élu. La juste République. Voilà. Tireuse à bière, c'est peut-être un peu long, donc on va trouver autre chose. Mais je crois qu'il faut être en paix entre nous-mêmes. Soyons humanistes, tu vois. Alors, mon il n'y a plus de saison, il est énervé, mon il n'y a plus de saison aujourd'hui. Mais j'aime bien toujours parce que ça fait réfléchir. Et merci à toi, mon camarade. Tu dis, tu critiques la gauche, la droite, mais nous n'avons pas de projet commun, un mouvement sur lequel s'adosser. Mais je suis d'accord avec toi, mes chers amis, ça n'est pas ma prétention. Je ne me défausse pas en te disant ça, mais c'est-à-dire que on ne peut pas attendre d'un boucher qu'il ait de beaux pavés de saumon. Je n'ai jamais prétendu porter un projet politique, si tu veux. Au-delà des blagues que je peux faire, mais sérieusement, je n'ai jamais prétendu faire ça. Donc, je comprends ton attente et je comprends ton insatisfaction, mais je n'ai jamais promis ça. Il faut aussi faire attention, si tu veux. Il n'y a pas d'homme providentiel. C'est toujours une escroquerie. De Zemmour à Macron, en passant par je sais pas qui, il n'y a pas d'homme providentiel. Peut-être dans les religions, tu peux bricoler Jésus, Mahomet, tu mets qui tu veux. Déjà, ce ne sont pas des hommes. Enfin, on va pas entrer dans des débats religieux, mais je ne crois pas du tout à cette notion-là. Quand on met en avant des hommes providentiels, c'est souvent pour enculer le peuple. On va pas se mentir. Enfin, des hommes ou des femmes providentielles d'ailleurs, qu'importe. Mais je ne crois pas à ça, si tu veux. Donc, n'ayons pas des attentes qui n'ont jamais été formulées. Moi, je veux bien que tu m'en veuilles sur le fait que je ne porte pas de projet politique d'union entre la gauche et la droite, mais ça n'est jamais ce que j'ai promis. Le slogan de juste milieu, c'est l'actualité plus la rigolade moins le mensonge. Tu vois. C'est pas la 7ème République où je deviens général. Tu vois, j'ai jamais promis ça. Donc, je comprends les insatisfactions, je comprends tout ça, les amis. Mais par contre, euh, les petites choses sur lesquelles je peux essayer de faire avancer, je vous l'ai dit, c'est sur la réflexion, c'est sur ce genre de choses, sur une action déjà au niveau de nos neurones. Et on va avancer par rapport à ça. Moi, c'est tout ce que je propose, un regard différent, en tout cas essayer de nourrir un regard différent sur la société. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Je veux dire, si quelqu'un attend de moi que je me présente aux élections présidentielles, je veux bien, mais je l'ai jamais promis. Et puis, on sait très bien que ça va dans le mur. On le sait très bien, si tu veux. Après, si on va au fond du débat, tu vois, euh, je pense être dans l'action politique, mais au sens étymologique, c'est-à-dire la politique comme administration de la cité, avec un C majuscule. Et je pense que juste milieu, mais comme ce que peut faire le cercle Aristote, le monde moderne, Putsch, Greg Tabibian, Tatiana Ventos, enfin, tous les copains de YouTube et d'ailleurs, c'est de la politique d'une certaine manière. Quand vous proposez un regard citoyen à d'autres citoyens sur ce qui se passe dans la cité et sur ce qui pourrait changer, sur ce qui pourrait être amélioré, sur les faux semblants, je pense que c'est déjà de la politique. C'est pas pour m'en défendre, je suis pas en train de, tu sais, de justifier de pas vouloir faire de la politique alors que finalement j'en fais. C'est pas du tout ça. Mais c'est si on va au bout, si tu veux, de faudrait être dans l'action politique, ok. Mais dans ce cas-là, bon, il n'y a plus de saison. Je pose la question à toi, camarade, parce que c'est toi qui dis ça dans le chat. Mais et toi? Et toi, camarade, comme disaient les communistes à l'époque, d'où parles-tu? Tu vois? Parce que, en soi, là, peut-être que tu fais plein d'autres choses et n'hésite pas à nous l'expliquer, mais là, pour l'instant, tu ne fais qu'un message dans un chat Twitch, tu vois. Donc, si tu t'imposais à toi-même les attentes que tu m'imposes, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois? Et c'est aussi une question qui peut nourrir un peu une dynamique. C'est que, après tout, ce que vous attendez de moi et d'autres youtubeurs, dommage, hein, je n'ai pas que moi, on est d'accord, ce que vous attendez de ce cercle-là de gens, attendez-le d'abord de vous. C'est une notion qui, je vous le dis, je vous spoil, va être clé l'année prochaine parce que je suis en train de travailler un petit peu dessus. Euh, c'est le souverainisme de soi-même. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui veulent que la France soit souveraine, que nous ne soyons plus dépendants des autres, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, les machins et tout ça. Mais combien de gens sont souverains d'eux-mêmes avant d'attendre ça de tout un pays? C'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer ces exigences-là à soi-même, si tu veux. Ça me semble très important. C'est plus philosophique que politique, j'en conviens. Mais le souverainisme, c'est aussi
attendre du changement en soi et par soi. Mais si le souverainisme revient à dire bah, c'est Macron ou Zemmour qui doivent changer les choses, on n'est soi-même pas souverain dans ses attentes. C'est-à-dire qu'on est la preuve que le changement vient toujours d'un facteur exogène, c'est-à-dire en dehors de soi. Et ça me semble très important. Je fais un peu mes grands mots aujourd'hui, les copains, avant de parler du film Le Consentement, mais c'est une réflexion vraiment qui, je vous le dis, sur laquelle je vais beaucoup m'accrocher l'année prochaine, parce que ça me semble très important. C'est que le souverainisme n'est pas seulement exogène. C'est d'abord, que ce soit une philosophie ou une façon de faire ou une rigueur, chacun choisira le mot qui lui plaît, ou même un sacerdoce pour les plus religieux s'ils veulent, mais le souverainisme est d'abord quelque chose que l'on doit s'appliquer à soi-même avant de l'attendre de la société tout entière. Parce que c'est trop facile de dire « Ah ouais, mais les gauchistes font ça, mais la droite fait ça, alors que l'ennemi, c'est l'Union européenne. Donc si Bidule fait ça et que machin fait pas ça, on va y arriver. » Non, si d'abord on s'applique à soi cette dynamique-là, on est plus cohérent. On est plus cohérent en soi et vis-à-vis des attentes qu'on a de l'extérieur. Et ça me plaît, tu vois. Ça me plaît beaucoup. C'est que je veux bien faire, j'essaie de faire tout ce que je peux, les amis, pour bricoler avec Juste Milieu, pour vous proposer de choses nouvelles, des réflexions et tout ça. Mais mes vidéos ne servent, je vais dire un truc un peu con, mais vous allez voir où je veux en venir. Mes vidéos ne servent à rien si vous les regardez pas et si vous ne réfléchissez pas dessus. Et c'est la preuve, c'est ce que vous le faites et vous êtes là et je suis content, c'est un rendez-vous, le Juste Bistrot, on vient, on discute et tout ça. Et donc, vous voyez bien finalement que vous ne faites pas juste que regarder des vidéos YouTube et en débranchant le cerveau. C'est ce qui est chouette, c'est que ces choses-là continuent, se perpétuent, on crée des désaccords. Parfois, on se prend le bec et c'est là où ça a du sens et on touche à quelque chose qui est finalement, pour moi, abouti à une forme de souverainisme de soi. Et c'est ce que je vous pousse à faire quand je vous dis, quand vous regardez les vidéos Juste Milieu, surtout doutez de moi, vérifiez ce que je vous dis, contredisez. Ça me semble très important. Alors, il y a Octocrate qui me dit dans le chat, et c'est intéressant, alors qui me dit dans un premier message, attends, j'ai vu passer tes deux messages, Rémi, sincèrement, tu crois à ce que tu racontes et tu précises pas ce que tu racontes, mais à la portée des idées que je partage totalement. Mais est-ce que tu as réellement un espoir? J'ai franchement, et quitte à passer pour un naïf, un béat, j'ai vraiment beaucoup d'espoir en ce que je vous dis. Parce que la preuve, en fait, tout bonnement, et c'est comme ça que j'ai envie de finir l'année, et je vais faire mes meilleurs dodos pour cette fin d'année 2023, parce que je suis vraiment heureux de ce qu'on a construit tous ensemble, les amis, de ce qu'on a réussi à faire. Et c'est la preuve que ce que je vous dis a du sens. C'est que si j'étais vraiment à côté de la plaque, Juste Milieu, on serait 2000 abonnés. Tout le monde me prendrait pour un afro Jojo qui dit des conneries et qui prêche dans le désert. Je dis pas qu'on va changer le monde, je dis pas qu'on va changer la France, je dis pas que mes idées doivent triompher parce que ce sont les meilleures, pas du tout. Mais on essaie juste d'instiguer un rapport citoyen, des réflexions citoyennes à la base de quelque chose de purement subjectif qui est mon avis, mais mine de rien, un projet qui continue de grandir et tout ça. Et ça me semble chouette et ça me plaît, ouais. Ça me plaît bien. Donc, j'y crois bien. J'y crois bien. On a passé les 360 000 abonnés sur YouTube, tu vois. Je pense pas qu'on soit complètement à côté de la plaque. Et il y a de plus en plus de gens, si vous voulez, quand je vous parlais tout à l'heure du retour inévitable du bon sens, on y vient, mais pour des facteurs différents. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, sur la notion de complotisme, on en a parlé 10 000 fois dans l'année, on va pas resservir la soupe avec ça, mais tout est devenu complotisme. Donc, si vous voulez, même ceux qui arrivent en disant ouais, mais bon, enfin, comment dire, même ceux qui ont tout bien fait, je me suis perdu dans mes idées, même ceux qui ont tout bien fait, qui ont fait le vaccin, 3 doses, tout ce que tu veux, machin et tout, et qui aujourd'hui, parce qu'ils commencent à dire ouais, mais attends, la 5e dose, quand même, sont targués, sont insultés de complotisme et de complotistes. Et même eux qui ont tout bien fait, si tu veux, parce qu'ils hésitent sur la 5e dose, on leur met le même qualificatif que ceux qui n'ont même pas fait la première dose. Donc on voit bien que ce qualificatif n'a aucun sens. D'ailleurs, à la rentrée, il y aura un interview qui arrive avec Alexis Hoppt, que vous connaissez sûrement, le philosophe. Je suis en train de lire son bouquin Complot-sophisme, éloge de la pensée critique. C'est exactement ça. J'ai hâte de pouvoir faire avec ça, de pouvoir faire cette interview avec lui. Et il y aura aussi Jean-Dominique Michel l'année prochaine. Alors, il va y avoir des belles choses. Ah, je vous le dis, l'année va être chouette. L'année va être chouette, les amis. Bref, je suis vraiment, vraiment, vraiment optimiste. Voilà, quoi qu'il arrive, je suis optimiste. Estelle 5 qui résume très bien les choses.
Le retour du bon sens va revenir, mais il faut juste pas être pressé, ça c'est vrai. Et le souverain qui nous dit « Je ne suis pas fortement d'accord sur l'extension du souverainisme aux personnes individuelles, c'est lié à l'autorité et au pouvoir, donc à des ensembles. » Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, et c'est chouette, hein, c'est tout le but de Juste Milieu. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que un individu souverain peut déjà, pour moi, s'offre le droit d'exiger que son environnement, que sa société le soit. Mais je ne comprends pas sur l'articulation logique d'un individu qui reconnaît, enfin, qui nie sa capacité d'action et qui nie sa capacité souveraine, mais qui attend la même chose de la part de la société dans laquelle il évolue. J'ai du mal à le concevoir. Franchement, j'ai du mal à le concevoir. Mais après tout, c'est chouette, hein. C'est le sens du débat, hein. C'est ce qui est plaisant. Bon, les amis, on s'est fait des belles réflexions. C'était chouette comme tout. Je bois un coup parce que là, ça va pas être rigolo du tout. Ça va pas être rigolo du tout. Je sors du Cinoche, je suis allé voir le film Le Consentement au cinéma le 19 décembre 2023, au moment où je parle. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est encore pire que prévu. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors, je vais vous mettre la bande-annonce pour tout de suite mettre tout le monde dans l'ambiance. Je ne vois pas pourquoi il y aurait que moi avec le moral dans les godasses. Vous allez vite comprendre le contexte. Je vais vous proposer vraiment une analyse de ce film-là. Je vais prendre le temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous montre la bande-annonce et après on papote. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Lui-même, il me l'écrit. Il est dans ta classe ? Non. Vanessa, arrête. Lâche ce sac, tu restes ici, tu n'iras nulle part. Tu m'entends ? Arrête ! Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller ? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça ? Tu es mon dernier amour. On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Personne ne peut comprendre. Alors, les amis, tout de suite en préambule, et vous verrez pourquoi je vous dis ça par rapport à la conclusion. Je suis à peine sorti du Cinoche que je me suis mis sur le script de cette vidéo parce que vraiment, à chaud, j'avais envie de dégueuler, on va pas se mentir, sans en faire des tonnes et sans exagérer. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y aura des spoils, il y aura tout ce que vous voulez. Je m'en cire, je vais vous le dire tout de suite. Je pense que oui, il faut aller voir ce film. Voilà, qu'on soit clair tout de suite, qu'on ne vienne pas me dire pourquoi donner de l'argent à ce genre de film, c'est scandaleux, pourquoi se faire mal à aller voir ça. Il faut aller le voir pour comprendre l'ambiance de l'époque et pour comprendre les raisons pour lesquelles ce genre de film existe. Ça me semble très important. Et c'est précisément pour ça que je suis allé le voir. Et ce sera en lien avec la conclusion que je vais vous proposer tout à l'heure. Et je crois aussi d'ailleurs que fermer les yeux devant ce genre de film et devant les conditions morales d'une société qui fait ce genre de film, c'est d'une certaine manière fermer les yeux sur le réel et sur ce qui se passe réellement concernant, là en l'occurrence, la pédocriminalité. Alors, quelques éléments déjà de contexte sur ce film qui est réalisé par Vanessa Filho, alors F-I-L-H-O, c'est peut-être d'origine portugaise ou brésilienne, je ne sais pas comment ça se prononce. Une réalisatrice qui s'était fait remarquer en 2018 avec un film qui s'appelle Gueule d'ange. Je vais vous montrer la bande-annonce aussi, un bout de la bande-annonce que vous compreniez. Ma gueule d'ange, c'est maman. Maman t'aime, tu sais. Surtout, tu t'inquiètes pas pour moi, hein. 33, 34, 35, 36.
va aller. Hein. Je te promets. Tu peux pas me laisser m'occuper de ta gosse comme ça. Moi, je suis nulle avec les gosses. Je sais pas m'en occuper. Elle va rentrer quand? Marlène, putain, mais réponds! Voilà, donc vous avez compris, je vous lis le synopsis qui se devine assez aisément. Une jeune femme vit seule avec sa fille de 8 ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livré à elle-même. Donc on a déjà une thématique dans le premier long métrage de Vanessa Philo, on va dire, Philo. On a cette thématique de la femme enfant, c'est-à-dire de la jeune enfant, de la jeune adolescente laissée face à elle-même, face à des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Et on a d'ailleurs une thématique liée avec le consentement et que l'on retrouve dans le premier moyen métrage de la réalisatrice Vanessa Philo, qui sort quelques années encore avant Gueule d'ange, où elle parle de l'inceste. Donc on a effectivement une réalisatrice qui est choisie pour ce film, qui a un parcours, si vous voulez, cohérent par rapport à la thématique du consentement. Alors, le consentement, vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est ce témoignage de Vanessa Springora, d'après un livre sorti en janvier 2020, livre où elle offre son témoignage sur ce qu'elle a vécu avec Gabriel Matzneff, auteur pédophile, auteur vedette d'ailleurs des élites culturelles et médiatiques de l'époque dans les années 70-80, qui avait pour habitude d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. C'était au cœur de ses ouvrages. Il ne s'est jamais caché de tout ça. Et Vanessa Springora écrit donc ce livre, Le consentement, où elle raconte, l'histoire qu'elle a eue avec Gabriel Matzneff, à tel point qu'elle est devenue le personnage central de plusieurs ouvrages de Gabriel Matzneff, et une relation donc que tout le monde, si vous voulez, pouvait connaître en lisant les livres de Gabriel Matzneff. Là, je vous donne quelques contextes. On va arriver sur l'analyse après, mais il faut rappeler que Vanessa Springora, au moment où elle écrit ce livre, elle est directrice des éditions Julliard. Elle a été nommée en 2019, le livre sort en 2020. Donc on a un livre qui s'inscrit dans un contexte d'entre-soi culturel. On y reviendra tout à l'heure, parce que les éléments problématiques, on ne va pas tourner autour du pot, il y en a énormément. Et déjà, il y a le fait que ce livre, le consentement, soit publié alors que, avant le consentement, un autre témoignage aurait dû être publié en France, mais n'a jamais été publié. Alors, je vous lis, c'est le cas d'une certaine Francesca G. Vous avez pu voir son interview sur Off Investigation sur YouTube il n'y a pas longtemps. Une femme d'ailleurs qui est citée dans l'adaptation dans le film. On parle de Francesca G. Je crois que c'est G aussi, je ne vais pas dire de bêtises, qui elle aussi a eu une relation amoureuse étant mineure avec Gabriel Matzneff. Et cette femme a été complètement invisibilisée dans le réel, mais dans le film aussi. On a quelques références où on explique qu'elle est plus ou moins devenue folle. Après, on va vraiment analyser le film, mais juste pour vous donner le contexte de la sortie du film Le Consentement, enfin du livre Le Consentement, puis son adaptation en film, où beaucoup de membres dans les médias, beaucoup de journalistes reconnus nous ont expliqué, vous avez vu la prise en compte d'un témoignage, une parole qui se libère, sauf qu'une autre parole devait se libérer. Je vous lis ce qui s'est passé concernant Francesca G. Ça s'écrit G-E-E, je ne sais pas comment ça se prononce. Après la lecture d'un article du New York Times du 11 février 2020 sur les remous causés en France par la parution du consentement de Vanessa Springora, Francesca G, qui a une relation avec l'écrivain entre 1973 et 1976 et figure très présente dans plusieurs livres comme dans les correspondances de Matzneff, contacte le journaliste Norimitsu Onishi. Elle lui accorde une interview de 2 jours durant laquelle elle décrit comment l'écrivain a notamment utilisé contre son gré son image et ses lettres dans ses écrits. L'interview est publiée le 31 mars 2020. Francesca G avait entrepris en 2004 de faire publier un livre sur sa relation avec Matzneff, qu'elle décrit comme un cataclysme qui s'était abattu sur elle à 15 ans et qui devait changer le cours de son existence. Mais son manuscrit avait été refusé par tous les éditeurs sollicités. Contactés par Norimitsu Onishi, les éditeurs Thierry Pfister d'Albin Michel, Geneviève Jurgensen du groupe Bayard et Martine Boutan des éditions Grasset expliquent leur refus d'alors par la complaisance du milieu éditorial parisien de l'époque envers Gabriel Matzneff. L'éditrice Geneviève Jurgensen, qui a lu en 2004 le texte que voulait faire publier Francesca G, estime que la qualité du livre n'est pas à remettre en cause et ne peut donc expliquer son échec auprès des éditeurs. Selon Geneviève Jurgensen, ce livre rapporte des situations qui semblent presque mot pour mot celles que décrit Vanessa Springora. Clairement, c'était 15 ans trop tôt. Le monde n'était pas prêt. Donc,
ce monde littéraire qui libère la parole par attachement à la vérité, à la liberté, à tout ce que vous voulez, avait caché l'édition d'un bouquin qui racontait les mêmes choses. Et on comprend bien, si vous voulez, déjà le contexte dans lequel sort ce livre. Alors, on continue et on va y aller petit à petit dans ce film. Alors, vous l'avez vu, on a un casting avec Jean-Paul Rouve qui joue Gabriel Matzneff, on a Kim Higelin, donc la petite fille de Jacques Higelin, qui joue Vanessa Springora jeune, on a Laetitia Casta qui joue sa mère. Ce livre est, on y reviendra, ce film est adapté du livre en accord et en collaboration avec Vanessa Springora elle-même. Donc, si vous voulez, on a par moment quelques libertés qui sont prises par rapport au texte, mais tout ça semble avoir été validé par Vanessa Springora. Et par rapport à ce que je vais vous dire, ça n'a absolument rien de rassurant. Je préfère vous prévenir tout de suite. Alors, le vrai problème de ce film, soyons clairs, et ceux qui l'ont vu dans le chat et dans les commentaires, n'hésitez pas à intervenir. Le vrai problème de ce film, c'est qu'on a un jeu de contraste qui est parfaitement illisible. Parfaitement illisible. Vous voyez, c'est un livre, c'est un avis complètement subjectif que je vous fais là, un avis de spectateur. J'ai vu le film il y a quelques heures. J'ai lu le livre aussi quand il est sorti, évidemment. On a un film qui est parfaitement illisible. C'est-à-dire que, comme dit déjà, on a des libertés qui sont prises par rapport au texte, des libertés de mise en scène, des choses comme ça. Et on ne comprend pas l'objectif de ce film. Est-ce que c'est une simple mise en image ? Est-ce que c'est une dénonciation du silence autour de Matzneff ? Est-ce que c'est une dénonciation de la pédocriminalité ? Toutes ces questions-là se posent et je vous livrerai mes conclusions tout à l'heure, mais de spectateur, donc ça ne sera que mon avis, mais vous devinez déjà à quel point ça risque d'être un petit peu musclé, mais on a un contraste où on ne sait pas, en fait. On ne sait pas où se situe ce film, s'il fait des aveux clairs en détente pour montrer à quel point la pédocriminalité a de beaux jours devant elle en France, ou s'il y a une volonté de balancer la réalité, si vous voulez, de ce que c'est. Par exemple, là, on a des éléments qui avaient été évoqués dans la presse au moment de la sortie du livre. Le fait que, après avoir été inquiété, on y reviendra, par la police des mineurs à l'époque, Gabriel Matzneff se soit vu offrir un logement et des frais de bouche qui étaient payés plus ou moins par une instance publique, autour de la mairie de Paris, on ne sait pas trop ce qu'il en est, en tout cas des gens qui payaient pour lui son logement, alors que tout le monde connaissait ses ouvrages. Et le livre nous le montre. C'est-à-dire qu'il y a cette rencontre dans un milieu littéraire, un milieu culturel bourgeois parisien, si vous voulez, qui connaît parfaitement la réalité de ce qu'est Gabriel Matzneff, parce qu'il a déjà publié des ouvrages, dont le plus tristement célèbre de ses ouvrages, qui est Les moins de 16 ans, où il raconte clairement comment il allait enculer des gosses à l'autre bout du monde, et il raconte qu'il en avait jusqu'à 4 dans son lit, notamment des petits garçons de 8 ans. Donc, si vous voulez, personne ne peut ignorer à ce moment-là la réalité de ce bonhomme. Et on a la scène de rencontre qui ouvre le film. Tout le monde dîne à coups de vin, à coups de ce que vous voulez. Ça fume des cigarettes, c'est tout à fait charmant. Et on a la petite Vanessa Springora, 14 ans, qui se promène là, puis se met à discuter avec Gabriel Matzneff. Je trouve qu'il est bon. Après, c'est difficile de camper un personnage comme ça, mais c'est joué de manière assez ridicule par Jean-Paul Rouve. On peut imaginer que ce soit pas facile, évidemment, mais c'est joué assez de manière, c'est assez ridicule, mais à la limite, c'est pas le sujet pour l'instant. Mais on a, si vous voulez, un milieu qui sait et qui s'en fout visiblement, qui s'en fout mais tout à fait tranquillement. Juste après cette scène de rencontre qui ouvre le film, on voit les parents, enfin on voit la mère de Vanessa Springora qui rentre avec un mec qui supposément n'est pas son père, et à l'arrière de la voiture, on a Gabriel Matzneff assis à côté de Vanessa Springora qui essaie de lui toucher la main, donc si vous voulez, en toute connaissance de cause, parce qu'à l'époque les livres sont sortis. Donc c'est ce contexte-là en fait qui baigne le film. On ne comprend jamais on ne sait jamais sur quel pied danser. La mère de Vanessa Springora, qui d'ailleurs bossait elle-même dans le monde éditorial à l'époque, qui est jouée donc par Laetitia Casta. Il y a des scènes où, à un moment donné, il y a une prise de conscience. Elle dit à sa fille, mais tu ne peux pas sortir avec lui. Si tu continues, je vais t'envoyer en pension. Voilà. Et environ 10 minutes après dans le film, elle reçoit Vanessa Springora et Gabriel Matzneff à manger le midi, manger un rôti, je crois, visiblement, mais en toute détente. C'est son gendre, quoi. C'est son gendre, si vous voulez. Donc, on a une prise de conscience, mais tu as l'impression que c'est juste la maman qui veut protéger sa fille
parce qu'elle sort avec quelqu'un. Mais on s'en fout. Sauf que là, le quelqu'un a 50 ans, sa gosse en a 13 ans au moment de la rencontre. Et donc, vous avez comme ça, à un moment donné, une scène de prise de conscience où tu te dis, la mère va peut-être prendre conscience que sa fille va avoir des rapports sexuels avec un pédophile notoire et reconnu pour ça dans le milieu littéraire, ça ne l'inquiète que 3 minutes. Voilà. Et sa fille, dans une sorte de crise d'adolescence qui normalement peut se conclure en devenant émo ou en écoutant Nirvana, là c'est en allant coucher avec un pédophile notoire, si tu veux. Donc on a une sorte de un traitement même à l'image où on voit juste une fille de 13-14 ans en pleine crise d'ado qui dit mais si je veux sortir avec Gabriel Maznev, je sortirai avec Gabriel Maznev, et sa mère qui effectivement se fait retourner assez facilement et ça ne la dérange pas visiblement, pas plus que ça. Elle ne sait même plus quoi lui répondre quand sa fille lui dit de toute façon j'ai compris, t'es jalouse, dans une scène mélodramatique qui serait assez risible si nous ne parlions pas de pédophilie, si tu veux. Donc, c'est ça, en fait, l'équilibre. Quand je vous parle de contraste illisible, c'est ça. On ne sait jamais sur quel pied danser. Il n'y a pas de réelle condamnation de la pédophilie, je vais vous le dire tout de suite, pour ceux qui se posaient la question. Il n'y a aucune condamnation claire. À la limite, la notion d'emprise psychologique, on y reviendra, c'est peut-être vraiment ce qui est questionné dans ce film. Mais la question de la pédophilie, on a une fois le mot pédophile, qui est prononcé par d'ailleurs la mère qui essaie de faire prendre conscience à sa fille en lui disant tu te rends compte c'est un pédophile, mais pas plus quoi si tu veux, pas plus. On a un monde de l'époque, alors on ne sait même pas si ce monde bourgeois culturel est aveugle à ça ou s'il en a complètement rien à foutre. Ce qui est une réécriture claire de l'histoire d'ailleurs, parce que on y reviendra à la conclusion de ce que je vous dis là, mais aujourd'hui des gens veulent réécrire l'histoire, soyons très clairs. La pédophilie n'était pas légale au moment de Gabriel Maznev, soyons bien d'accord. La majorité sexuelle était à 15 ans et il y avait des affaires de pédocriminalité qui étaient jugées et condamnées. Il y avait des pédocriminels jugés et condamnés à l'époque en France. Ça n'était pas légal. Aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de se défendre. Et au moment de l'éclatement d'ailleurs de l'affaire Maznev avec la sortie du livre, des gens expliquaient oui, mais vous comprenez, les mœurs étaient différentes à l'époque. On a une phrase dans le film qui nous dit la littérature a tous les droits. Non, en fait. Non, il y avait des pédocriminels qui étaient condamnés à l'époque. Arrêtez de vouloir changer les choses, si tu veux. Donc, on continue parce que, je vous l'ai dit, donc, il y a un illisible jeu de contraste dans ce film où, au fond, au bout, on ne sait pas vraiment quel est le problème. Est-ce que c'est l'emprise? Est-ce que c'est la machination amoureuse de Maznev? Est-ce que c'est la pédophilie? Parce qu'on peut peut-être quand même se poser la question. On ne sait jamais sur quel angle se pose le film. Il y a effectivement une forme de double lecture qui satisfait beaucoup de gens, et j'y reviendrai tout à l'heure. La notion de prévention, alors pareil, on peut avoir un film brillant sur une thématique identique qui est le film Les Chatouilles, donc vous avez vu aussi, qui parle clairement de pédophilie, et on a cette notion de prévention qui est très importante. On salue bien sûr Andrea Bescon et Éric Métayer, les réalisateurs, dans le film Les Chatouilles que je vous recommande, qui est l'inverse parfait en fait du consentement. Dans ce film-là, il y a la notion de prévention où le pédophile est présenté comme un pédophile dans le consentement. Et là encore, je vous le dis, c'est un ressenti tout à fait personnel. Mais Gabriel Maznev est quasiment la seule figure adulte sensée, digne, c'est-à-dire que la mère de Vanessa Springora dans le film, elle est souvent représentée en train de boire de l'alcool, de fumer des cigarettes. Sa fille lui dit dans une énième scène de dispute, de toute façon, tu pues l'alcool. Donc, si vous voulez, Gabriel Maznev apparaît au milieu de tout ça, de ce milieu culturel, de cet entre-soi très pas incestueux, le mot est malheureusement trop bien trouvé, mais voilà, qui boit, qui fume, ça rit gras, il y a cet entre-soi, l'aspect néfaste en fait qu'on peut imaginer, et il y a ce phare dans la nuit qui paradoxalement est Gabriel Maznev, qui a des gestes très lents, où on voit effectivement que Jean-Paul Roux va essayer de jouer cet aspect-là, de l'aspect séducteur de Maznev, parce que oui, c'est un pédophile notoire, mais il y a cet aspect de séduction qui effectivement arrivait à captiver un auditoire, captiver d'ailleurs des jeunes filles dont il voulait ensuite consommer la virginité. Donc si vous voulez, le film met clairement en avant ça. Il y a un choix de mise en scène qui est clair. Là, on n'est pas dans la volonté de présenter le pédophile comme un prof de PS du fin fond de la Meuse, dégueulasse comme on peut l'imaginer, tu vois, dans l'imaginaire public. Donc là, Gabriel Maznev apparaît bien.
apparaît très bien. Donc, c'est là où il y a cette notion de prévention. Tu te dis un film comme ça, alors que ça fait des générations d'enfants qui arrivent en France, qui arrivent au monde et ailleurs, et à qui on essaie qu'on essaie d'avertir face au risque de la pédocriminalité. Attention au vieux monsieur qui donne des bonbons à la sortie de l'école. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même ça. On voit ce film, je ne sais même pas s'il y a un angle de prévention. Et on y reviendra aussi là-dessus. Alors, on y va de pire en pire, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est de pire en pire, avec des conclusions qui sont assez énigmatiques. Là encore, hein. Le film ne conclut pas. C'est-à-dire, le film ne vous explique pas Gabriel Matzneff a été rendu possible par une société d'alors qui soit fermait les yeux, soit encourageait, soit chacun trouvera sa conclusion. Mais le film ne conclut pas. On a une scène où Gabriel Matzneff est nu dans le lit. Ça aussi, on en parlera de la nudité. C'est vraiment ce qui m'a choqué, très sérieusement. Matzneff est nu sous un drap dans le lit. On a une voix off donc la voix off de Vanessa Springora qui dit est-ce que toi aussi tu as été initié par un adulte quand tu étais jeune et tout, et on entend la réponse en voix off de Gabriel Matzneff qui dit oui, lorsque j'avais 13 ans, tu vois. Donc on a une sorte de conclusion pseudo-psychanalytique qui nous explique que bon, finalement, ça pourrait être de la simple reproduction des abus qu'a connu Matzneff. C'est-à-dire, si tu déboules, que tu ne vois que cette scène, tu dis bon, effectivement, le mec viole des gosses, mais il a dû être violé étant plus jeune, le pauvre, tu vois. Mais on t'en dit pas plus. Tu vois, il y a quelques petites étincelles comme ça, mais ça ne conclut jamais, ça n'est jamais franc, ça n'est jamais clair. Donc tu ne sais pas en fait ce que défend ce film. Et je pense que des gens ne seraient pas mal intentionnés que de penser que ce film est un film pro-Matzneff. Je vous le dis tout de suite. Je ne serais pas choqué de ça. Donc, on ne sait même pas, au fond, quelle est la conclusion du film. Est-ce que c'est un film pour prévenir des dangers pédocriminels ou est-ce que c'est un film sur une histoire d'amour entre une femme en devenir et un homme manipulateur? On ne sait pas. D'ailleurs, c'est ce que Matzneff répète plusieurs fois à Vanessa Springora à la fin du film. Il lui dit « Ah ouais, mais tu deviens une féministe », des choses comme ça, tu vois. Et donc, ça arrive là où, effectivement, à un moment donné, on se dit « Mais finalement… » la pédocriminalité n'est pas le vrai problème dans ce film. Le vrai problème, c'est la manipulation de Matzneff, comment il va manipuler Vanessa Springora pour cette histoire d'amour extrêmement curieuse, tu vois. Mais tu as l'impression que c'est une sorte de Twilight avec un pédophile, mais c'est sympa, tu vois. C'est une romance, tu vois. Donc, j'étais vraiment étonné qu'il y ait un choix de mise en scène où on essaie de montrer au spectateur que le pédophile n'est pas le monstre qu'on imagine. Ça, c'est complexe, mais ça s'entend. On est par exemple dans le Lolita de Nabokov, qu'on soit bien d'accord. On est dans le Lolita de Nabokov, de présenter le pédophile d'abord comme quelqu'un de normal. Et c'est un pari extrêmement risqué, mais c'est aussi de là que l'art peut avoir une véritable puissance. Donc là, il y a Bubule. Et tout ça, si vous voulez, tous ces paramètres-là, nous amènent au vrai danger de ce film. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots parce que souvent, on dit, tu sais, c'était mieux avant. Alors là, non. Là, je te le dis tout de suite, hein, non. Et ça sera pire demain. Parce que ce film, la volonté d'adapter ce film est telle qu'il est proposé, est la preuve que cette société élitiste, bourgeoise, culturelle, qui a rendu possible Matzneff, en fermant les yeux, en l'encourageant pour beaucoup, et en continuant de l'encourager aujourd'hui, on y reviendra, cette société qui a rendu possible Matzneff, aujourd'hui, la bonne idée qu'elle a eue, c'est d'en faire un personnage de cinéma. Comme pour exorciser, si tu veux. Parce que, qu'on le veuille ou non, bien sûr qu'il y a des pédophiles dans les campagnes. C'est pas du tout ce que je vous dis, bien évidemment. Mais Matzneff est l'incarnation de cette pédophilie, entre guillemets, ça va. Tu vois, le prof de PS qui viole un gosse dans la Meuse, c'est un salaud qu'il faudrait brûler sur la place publique. Le prêtre, là, l'église catholique, on peut lui taper dessus pour la pédophilie. Ça, on peut, tu vois. Par contre, l'élite bourgeoise, qu'elle soit politique, culturelle, économique, financière, ça, on peut pas. Caricaturer comme on le fait avec l'église en disant « haha, les prêtres pédophiles » et là, si on disait la même chose « haha, les écrivains pédophiles », tu vois, si on prend l'exemple de Matzneff, ça, tu ne peux pas, tu vois. Donc, on comprend bien que le monstre de la pédocriminalité est présent dans toutes les couches de la société
Mais rares sont les couches de la société qui applaudissent la pédocriminalité et qui en font des œuvres. Or, Matzneff, c'est précisément ça. Matzneff, c'est une couche, celle de l'élite bourgeoise culturelle, qui a applaudi ce mec qui archivait dans ses livres, publiés dans les plus grandes maisons parisiennes, qui archivait ses exploits pédocriminels. Et on a toute une belle société de l'époque qui a dit « mais c'est extraordinaire ». Avec bien sûr cette volonté morale post-mai 68, et je l'ai déjà dit et je le redirai, vous le savez, la libération sexuelle, oui, mais on a eu bien sûr tapis dans l'ombre des pédophiles notoires qui se sont dit « mais attendez, si les adultes sont libres de coucher ensemble, bah pourquoi pas avec des enfants ? Les enfants aussi ont leur libre arbitre, les enfants aussi ont le choix. » Et donc, tapis dans l'ombre, et vous connaissez les noms comme moi, on en a beaucoup. Quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit a été nommé à ce moment-là, a été connu à ce moment-là pour un livre, Le Grand Bazar, où il raconte ce genre de faits. Donc, on voit bien que dans une ambiance de libération sexuelle, libération morale, le progrès, on y reviendra en conclusion, le progrès évidemment, tapis dans l'ombre, on avait des gens comme ça, qui se disaient, mais après tout, pourquoi pas avec des gosses ? Et Matzneff, c'est ça. Matzneff, c'est l'ersatz, si vous voulez, de cette pensée de mai 68, où tout devenait possible. Et parce que c'était subversif, c'était bien. Et donc, les gens qui ont applaudi Matzneff, je pense que pour certains, j'ose espérer, c'était pas tant pour l'acte pédocriminel en lui-même. C'était parce que c'était le progrès. Parce que ça choquait, parce que c'était pas comme les autres, tu vois. Ça choquait la morale commune. Et donc, cette société-là, qui a été aussi aveugle sur Matzneff, aveugle, et où qu'il l'a encouragé en le publiant, en le défendant, en lui donnant divers avantages, alors que tout ça se passait devant leurs yeux. Hein. La fille de Vanessa Springora, sa mère, baigne dans le milieu bourgeois culturel de Paris. Donc tout ça se passe au su et au vu de tout le monde. Ce ne sont même pas des faits cachés, si vous voulez. Et cette même société, prétendant avoir pris conscience du phénomène en publiant le livre de Vanessa Springora, la bonne idée qu'elle a, c'est d'en faire un film. Comme pour exorciser. Pour dire, vous avez vu, c'est bon, là on a compris, c'est bon, allez, on a fait un film, mais ils exorcisent pourquoi ? Pour aller vers d'autres délires idéologiques avec une véritable marche en avant. Et curieusement, on retrouve toujours ce paramètre. Là, c'est une analyse tout à fait personnelle que je fais, vous me direz ou pas si vous êtes d'accord. Mais quand je vous parle de cette pensée progressiste de mai 68, avec tapis dans l'ombre des pédophiles qui se disaient, après tout, la libération sexuelle peut aussi concerner des enfants. Aujourd'hui, peut-on se poser 3 minutes pour réfléchir à l'une des conséquences du mouvement woke ? En tout cas, woke, c'est un peu une boîte aujourd'hui dans laquelle on met tout et n'importe quoi, mais en tout cas de ce mouvement qui prétend que un jeune de 10, 11, 12, 13 ans peut choisir son sexe. Ça arrive en France. Aujourd'hui, la question se pose des interventions chirurgicales, des traitements hormonaux, de ce genre de choses. On estime que, alors qu'à 12 ans, à 13 ans, on ne peut pas boire de l'alcool, on ne peut pas conduire, on est d'accord, mais on peut décider de changer de sexe. Donc, à partir du moment où une société, moralement, considère qu'à 13 ans, on peut être libre de choisir son sexe, donc d'avoir une pleine conscience de sa sexualité dans la mesure où on accepte de pouvoir en changer, où on veut en changer, qu'on a fait le tour d'une certaine manière, qu'on a suffisamment exploré sa sexualité pour en changer, qui pourra venir un jour contredire le fait qu'un jeune de 13 ans ait aussi le droit de coucher avec quelqu'un de 50 ans, dans la mesure où la société lui donne le droit de changer de sexe. Qui viendra oser s'opposer au progrès en disant, mais attendez, vous n'avez pas l'impression là d'autoriser des choses qui ne sont pas liées en vérité ? Ou en tout cas d'aller trop loin dans cette mesure-là ? C'est-à-dire qu'une fois de plus, par volonté de progrès, de libération des mœurs, de choses comme ça, on en arrive toujours à la même conclusion. C'est que nos jeunes vont avoir des rapports sexuels avec des adultes. C'est quand même dingue. En un siècle, un peu moins d'un siècle, rien n'a changé. Mai 68, les adultes avaient le droit de s'en mancher entre eux, et il y a des gens qui voulaient mettre les gosses dans la boucle. Et là, aujourd'hui, on explique, bon, les gosses peuvent changer de sexe, donc après tout, pourquoi pas coucher avec des adultes ? Vous verrez que je pense que cela va petit à petit s'installer dans le débat. Qui osera aller contre le libre arbitre d'un enfant ? À qui on apprend à l'école, on lui apprend presque d'abord la sexualité avant de compter. Qui va oser aller contre le progrès ? Donc, pour moi, il y a un lien évident là-dessus. Je vous l'ai dit, ça n'est que mon avis. Et soyons clairs, j'espère dire des conneries. J'espère me planter, qu'on soit bien d'accord. Mais
Ce film-là, sans lui faire tous les procès non plus, mais nous démontre, si vous voulez, l'impunité morale de cette société, de cette élite bourgeoise culturelle qui a permis Matzneff et qui aujourd'hui en fait un film et sans grande culpabilité. Genre la culpabilité, c'est pas le truc qui transpire du film. Je vais pas vous mentir. Mais t'as pas une once. D'ailleurs, il n'y a pas de culpabilité parce que dans le livre de Vanessa Springora, il n'y a pas de nom. Même Gabriel Matzneff, et quand on parle de lui dans ce livre, Le Consentement, est écrit GM. On sait que c'est lui. Mais il n'y a aucun autre personnage, il n'y a pas de nom donné. Donc dans le film, c'est pareil. Si vous voulez, on est dans un film de fiction. Il n'y a pas de nom. Donc on est dans une impunité morale sans aucun problème. Pour quelqu'un qui n'a pas fait un jour en prison, il y a prescription. Ben, vous vous rendez compte, la société d'alors a tellement été lâche face à Matzneff qu'il a fallu attendre plus de 30 ans pour qu'on ouvre des procès. Mais il y a prescription. À la tuile. Donc on va en faire un film, on va en faire un personnage de fiction, comme si tout cela n'avait pas existé. Mais les nouveaux Matzneff, on en fera quoi ? On fera des snaps demain, on fera des films, on fera des séries, mais ce sera pareil. Vous croyez que le changement arrive de ce genre de comportement, de cette même société qui reproduit et duplique à l'envi ces errances d'hier pour aujourd'hui récupérer du pognon dessus, quand même, c'est quand même assez extraordinaire. Et avec en plus, en souffrance, tu vois, le vernis moral de vous avez vu, on balance, hein, on balance. Mais ça va encore plus loin que ça. Et peut-être que je vais faire, je vais avoir des pudeurs de gazelle, mais je vous le livre voilà, en ressenti de spectateur. C'est une petite critique Cinoche aujourd'hui. Je crois qu'il y a dans ce film des scènes pédophiles. Ouais, on va être très clair. Je vais vous le dire, voilà, là encore, c'est un avis tout à fait personnel. Il y a des scènes ouvertement pédophiles. Nous avons des scènes de fellation avec petit bruit de succion en off pour ceux qui n'auraient pas compris. Il y a des scènes de levrette. Il y a des scènes, il y a une tentative de dépucelage. On a des scènes de sexualité claires avec le personnage de Vanessa Springora, enfin entre le personnage de Vanessa Springora et celui de Gabriel Matzneff. Alors, je ne suis pas un abruti non plus, oui, c'est du cinéma. Je suis au courant, je suis tout à fait au courant. Sauf que j'ai un vrai problème moral, je vous le dis, j'ai un véritable problème moral avec ce choix de mise en scène. Certes, l'actrice qui joue Vanessa Springora, et Kim Higelin, je vous l'ai dit, elle a entre 20 et 22 ans au moment du tournage. Mais elle joue un personnage de 14 ans. Et physiquement, elle fait très jeune. Elle fait très jeune. Enfin, genre, s'ils l'ont choisi, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je vous lis ce que la réalité, enfin, comment dire, c'est un choix qui est loin d'être anodin. Kim Higelin fait vraiment plus jeune que son âge. Je vais vous montrer des scènes dans le film. On n'a pas une femme, enfin une jeune femme de 22-23 ans. Regardez la tête qu'elle a. Voilà, c'est là. Elle fait effectivement plus jeune. Voilà, tu vois. Et elle joue un personnage de 14 ans. Et franchement, je vous assure, je vais pas, je vous l'ai dit, je veux pas faire de pudeur de gazelle, mais honnêtement, je pensais vraiment que Kim Higelin avait l'âge du personnage, ou un petit peu plus, 15-16 ans. Honnêtement, je le pensais sincèrement. Quand j'ai vu ces scènes-là, et si vous voulez, ça va au-delà de la mise en scène. C'est-à-dire que vous avez la scène de tentative de dépucelage, où on voit Kim Higelin torse nu, on voit ses seins. On voit des scènes de fellation, alors qui sont très largement suggérées, comme je vous l'ai dit, avec un bruit off de succion, mais c'est dégueulasse. On voit des scènes de levrette, là encore, très largement suggérées. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'étais vraiment à 2 doigts de sortir mon téléphone pour vérifier l'âge qu'elle avait. Alors, fort heureusement, elle a 20-22 ans au moment du tournage. Sauf que je pense sincèrement, et je vous le dis, même si on reprend, j'ai trouvé ce qu'a dit la réalisatrice, donc Vanessa Philo, elle explique, c'est sur le site d'Allociné, elle dit « Il était évidemment hors de question de mettre en danger une adolescente de l'âge de Vanessa dans le récit adapté, de créer de la confusion aussi, de reproduire le traumatisme sur une jeune actrice. Kim Higelin avait 20 ans au moment du casting, ce qui m'a permis d'avoir avec elle un vrai dialogue sur le sujet. » Sauf que, et je pense que beaucoup penseront que j'abuse et tout ça, mais je vous le livre, voilà, ce sont mes réflexions tout à fait personnelles. Vous avez des choix de mise en scène. Ok, on veut confronter le spectateur à la violence de la situation. Mais en fait, moralement,
Qui a besoin qu'on lui suggère de manière aussi frontale ce genre de choses? Quand vous expliquez qu'une gamine de 14 ans se fait tringler par un mec de 50 ans, personne n'a besoin d'un dessin, hein. Et donc, très franchement, je questionne sincèrement ces choix de mise en scène. Parce que qui a besoin de ce genre de mise en image? Qui a besoin de ce genre de mise en image pour comprendre ce qu'est la réalité de la pédophilie? Et donc, on a, si vous voulez, ces choix qui sont faits avec des choix de mise en scène qui sont mais lamentables, comme je vous l'ai dit. Je veux dire, on le comprend évidemment, ce qui se passe. On le comprend évidemment. Il n'y a aucun besoin de le montrer de manière aussi vicieuse, soyons clairs. Pour moi, c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme clair. À un moment donné, on voit Matzneff, par exemple, qui veut prendre en photo avec des appareils photo, là, où ça sort tout de suite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et on voit le plan de dos où le Vanessa Springora enlève son pull. Tu dis, bon, déjà, c'est bon, on a compris, tu vois. On a compris. Et 2 minutes après, au moment où ça passe à autre chose, le récit avance. Voilà, un Polaroid, merci. Le récit avance. Il y a une petite succession de vidéos courtes. Et là, boum, la photo de Kim Higelin torse nu, plein écran, pendant bien 3 secondes. Et donc, peut-être que j'abuse. Peut-être que j'abuse. Mais moi, j'aimerais savoir comment réagirait un pédophile devant ce film. Alors oui, l'actrice, ok. L'actrice, elle a plus de 20 ans. Mais dans le film, il est suggéré, parce que c'est son personnage, qu'elle est mineure, qu'elle a 13 ans, 14 puis 15 sur les dernières scènes. Et donc, je me suis vraiment posé la question, peut-être que j'abuse, j'en sais rien les amis, je vous avoue que je suis un peu à l'envers avec ce film. Je ne comprends pas l'intention de ce film et j'ai peur d'en arriver à la conclusion qu'il y a une normalisation de la pédophilie, voire une volonté d'attiser les désirs pédophiles. Je vous le dis tout de suite, parce que ce genre de mise en scène, pour moi, n'a aucun intérêt artistique, c'est du pur voyeurisme, et où en plus, la narration du film fait que on croit que c'est une jeune fille de 14 ans, point, en fait, point. Donc ça, vraiment, je trouve ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment terrible. Donc, c'est le point sur lequel je me suis dit, ok, on y est en fait. On y est vraiment sur la normalisation de la pédophilie à plusieurs raisons. C'est-à-dire que le personnage de Gabriel Matzneff apparaît juste comme un manipulateur qui n'a pas l'air si méchant. Et il y a cette notion de normalisation, à travers des scènes qui sont juste dégueulasses. On a juste l'impression d'assister à des vidéos pédophiles. Tout simplement, tout bonnement. Alors, la conclusion, et pour finir, hein, les amis, pour finir sur cette vidéo-là, que je voulais vous faire, je vous avoue que ça me fait du bien de débriefer avec vous, je ne vais pas vous mentir. Et en précisant, d'ailleurs, j'oublie une précision, en France, le film est interdit aux moins de 12 ans, hein, si jamais. Hein, si jamais. Juste, voilà. Il y a des scènes de levrette, de fellation, de tout ce que vous voulez, avec une jeune fille qui, dans le film, a 14 ans. Juste voilà, pour vous donner aussi l'ambiance, si vous voulez, de tout ça. C'est interdit aux moins de 12 ans. Allez voir sur le site d'Allociné. Je vais vous le montrer, hein, si jamais certains peuvent penser que je suis complotiste. Voilà, je suis sur le site d'Allociné, c'est écrit là. Et là, vous avez interdit aux moins de 12 ans, avec avertissement. Voilà, si jamais certains avaient des doutes. Donc, quelle conclusion? Je crois, les amis, que... et d'ailleurs, c'est là où le film, quand je vous parlais tout à l'heure de contraste illisible dans le film, on a cette séquence qui est diffusée, vous vous en rappelez, de Denise Bombardier sur le plateau d'Apostrophe, qui était l'une des rares à s'être élevée contre Gabriel Matzneff, contre ce personnage-là, et qui avait ouvertement critiqué sur un plateau le pédophile qu'il était. Ouais, qu'il est toujours d'ailleurs. Denise Bombardier qui avait été insultée à l'époque par des membres, là encore, de la classe bourgeoise culturelle et tout ça, bref. On a cette séquence qui est diffusée, séquence célèbre, et Denise Bombardier évoque ces jeunes femmes abusées, et je la cite, hein, qui peuvent rester flétries à vie, donc affectées à vie. Elle évoque cette notion d'emprise, le danger de l'emprise. Et forcément, le film pose cette question de manière assez claire, pour le coup. Quelle réalité de l'emprise quand on est abusé si jeune, si vous voulez? Je pense que le problème est ailleurs. Je crois sincèrement, quand je vois ce genre de film, je vous l'ai dit, c'est ma conclusion, après vous en ferez ce que vous voulez. Je pense que nous avons une société qui est elle-même sous emprise de ces abus moraux.
sous l'emprise de ces gens qui ont tenté de normaliser la pédophilie par leurs œuvres, par leurs comportements, par leurs déclarations. Et ce genre de film, aujourd'hui, passe complètement inaperçu. Complètement inaperçu. Je vous ai trouvé une séquence, mais ça m'a foutu, mais ça m'a hérissé les poils. Un interview de Jean-Paul Rouve qui raconte comment il a joué Gabriel Matzneff. Et soyez attentifs à ce qu'il va dire à un moment donné. Aux comédiennes et aux comédiens, il faut les aimer un peu, ces personnages. Moi, je vous dis oui. À tous les rôles que j'ai faits et que je ferai certainement après, je vous dis oui, vous avez raison. Celui-là, c'est à part. Vous ne pouvez pas le prendre avec ces armes-là. Vous n'avez pas d'outils. Il n'y en a pas. Le plus difficile, c'est à un moment dans le film, je suis donc Kim Higelin qui joue Vanessa. Kim, heureusement, parce que ça aurait été encore plus difficile à tourner. Kim, elle a 22 ans. C'est une jeune femme, mais c'est pas une adolescente. Ouais. Et à un moment, on tourne une scène où moi, je prends le bus. Vous voyez, Jean-Paul Rouve, alors, je ne veux pas lui faire un procès à titre individuel, mais Jean-Paul Rouve explique « Ah, mais vous vous rendez compte, alors avec Kim Higelin, ça allait parce qu'elle a plus de 20 ans, mais avec une actrice qui aurait vraiment 14 ans, ça aurait été difficile à tourner. » Parce qu'il aurait compté faire ce genre de scène. Ils s'embrassent à pleine bouche sur plusieurs plans. Il y a des scènes de sexe qui, j'espère, sont simulées. Et le mec te dit quand même, alors je l'ai dit, je ne veux pas faire un procès individuel parce que je ne suis pas juge, mais juste réagir à cette réaction de Jean-Paul Rouve. Le mec te dit, ça aurait été plus difficile à tourner. Mais ça aurait été juste une scène pédophile, mon pote, en fait, d'embrasser une mineure de 14 ans. Et donc, quand on parle de normalisation, c'est pas Jean-Paul Rouve en lui-même, qu'on soit bien d'accord, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est l'ambiance morale, en fait. L'ambiance psychologique de ça, si vous voulez. Où le mec te dit, ouais, voilà, je suis un peu dur, mais pour moi, cette déclaration, elle résume parfaitement les conditions d'existence de ce genre de film, si vous voulez. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et donc, on voit ça. On voit, par exemple, j'ai essayé de lire plein de déclarations autour du film pour vous préparer cette vidéo. La réalisatrice qui parle de pourquoi elle a voulu adapter ce film. Elle dit, lorsque j'ai achevé la lecture de ce livre, j'ai ressenti un très fort sentiment d'impuissance et de colère. Et tout ce que je ne pouvais supporter dans cette histoire a fait naître des émotions puissantes. Ce sont ces émotions qui m'ont poussé à agir. Et agir, pour moi, c'était faire un film. Voilà. Donc c'est là où, si tu veux, ce film n'est même pas une critique de la pédocriminalité. Je refuse d'y croire. Et à tel point, et c'est vraiment la conclusion de la vidéo, et après, je vous laisse réagir. Il y a 2 choses encore que je veux vous dire, parce que on parle d'entre-soi, de choses comme ça et tout. La notion de reproduction de l'entre-soi va très loin. Et elle va même encore plus loin que le livre et le film. Parce que, comme je vous l'ai dit, la mère de Vanessa Springora elle-même était dans ce milieu-là. Vanessa Springora est directrice des éditions Julliard au moment où son livre sort. Donc on a quand même, si on était complotiste, ce que je ne suis pas, mais je me pose quand même de sérieuses questions de comment ce livre a-t-il pu sortir avec une dame qui est éditrice d'une maison qui va faire publier son bouquin chez Grasset, en sachant très bien que ça va être un tonnerre dans le monde de l'édition de tous ceux qui ont couvert Matzneff et tout ça. Or, finalement, personne n'est inquiété parce qu'il n'y a aucun nom dans le livre, alors que tout le monde sait très bien la réalité des couvertures dont a profité Matzneff. Donc, on a l'impression d'un ouragan dans un verre d'eau, avec, à l'image d'ailleurs du scandale MeToo aux États-Unis dans le monde du cinéma, où le monde entier va être au courant de ça, mais la réalité du terrain ne change absolument pas. Ceux qui ont permis Weinstein sont toujours là, pour la très grande majorité, et ceux qui ont permis Matzneff aussi. Et pour vous dire, Matzneff, quand je vous parle de gens qui n'ont absolument pas été inquiétés, Matzneff, pour aller au bout du délire, sort un bouquin en 2021 en autopublication qui s'appelle Vanessa Virus. D'accord ? Et la phrase d'introduction de ce livre, c'est « J'ai survécu au coronavirus, je ne survivrai pas au Vanessa Virus ». Dans ce livre, je vous lis, dans ce livre de 85 pages, selon une source anonyme, il rend hommage à 5 personnalités pour leur soutien depuis les révélations de Vanessa Springora. 5 personnalités qui continuent de soutenir Matzneff après le scandale. Enfin, le scandale qui est connu depuis 30 ans, si tu veux, mais après la sortie du livre. Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Catherine Millet, Dominique Fernandez. Donc Dominique Fernandez, qui est quand même, rappelons-le, écrivain, essayiste, et membre de l'Académie française, et Franz-Olivier Gisbert.
personne n'a été inquiété. Qui aujourd'hui a subi les conséquences d'un soutien passé ou présent à Matzneff? Personne. Personne. Donc, si vous voulez, ce qui me pose profondément problème aussi dans ce film, enfin, dans le livre, puis l'adaptation en film, qui est pour moi juste une exorcisation, une fictionnalisation de l'affaire Matzneff, donc une possibilité de l'enlever du réel. Or, c'est une véritable affaire. Et le film va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a effectivement Vanessa Springora qui écrit ce livre. Sa parole a été libérée. Effectivement, elle témoigne. D'accord. Mais il y a eu quoi comme suite, en fait? Combien d'associations ont été aidées pour lutter contre la pédocriminalité? Vanessa Springora s'est engagée auprès de qui? Auprès de quoi? Pour défendre les enfants qui aujourd'hui subissent ce qu'elle a subi. Il n'y a rien. Alors le film l'évoque. Le film évoque que Matzneff se rend à Manille pour coucher avec des gosses de 8-9 ans. Il y a un plan où on voit en fait Vanessa Springora qui se regarde dans un miroir et on voit quelques têtes d'enfants qu'on identifie comme asiatiques qui sont derrière elle pour montrer le fait des autres enfants que Matzneff a violés. À l'écran, il y en a 6. Ils sont 6 ou 7. Personne ne peut dire aujourd'hui le nombre total d'enfants qui ont été abusés par Matzneff. Et ce film, parce que des Vanessa Springora, il y en a combien d'autres? Est-ce qu'il y a eu un appel au témoignage public pour récolter les témoignages des gens violés et abusés par Matzneff? Non, il n'y a rien eu. Il n'y a absolument rien eu. Et donc, pour vraiment finir, les amis, et essayer de finir peut-être sur une note d'espoir par rapport à ce film, parce que il est important de rappeler qu'au départ, le film n'a pas marché. Dans un premier temps, il n'a pas marché. C'était 59 000 entrées la première semaine et 82 000 la deuxième. Pas marché, c'est-à-dire toute proportion gardée par rapport à la présence médiatique, à l'arrosage qu'il y a eu et tout, mais pour autant, ça n'a pas été une énorme campagne. Et ce qui est très intéressant, et ça, on en a peut-être un petit peu moins parlé, en tout cas pour moi, pas pour les bonnes raisons, c'est que ce film a profité d'une relance complètement inattendue. Il y a eu une traîne de TikTok, donc une tendance sur TikTok, de jeunes, d'ados, et surtout d'adolescentes, qui allaient voir le film, qui se filmaient avant et après, et qui racontaient ensuite sur les réseaux sociaux le choc et vraiment leurs émotions après avoir vu ce film. Alors, on a des trucs qui sont effectivement dans les codes de TikTok, donc ça surjoue peut-être un peu pour certains, mais c'est pas tant le sujet. Mais j'ai trouvé une vidéo sur TikTok d'une dame qui s'appelle Mathilde Bardettis Astruc sur TikTok, si vous voulez suivre son compte. Je fais la pub volonté, je sais pas qui c'est, je diffuse juste sa vidéo par rapport au film Le Consentement. Et regardez ce qu'elle dit, parce que on a en fait, je pense, un phénomène complètement imprévu par les gens de la galaxie Matzneff, on va dire, qui, en fictionnalisant la chose par impunité totale, en se disant mais on s'en fout, en fait, ont créé une vague d'intérêt pour ces affaires-là. Et des gens qui se sont dit un jeune de 14 ans abusé par un adulte, c'est vraiment pas bien. Parler d'un sujet archi sérieux. Hier soir, avec une copine à moi, on est parti au cinéma et on est allé voir le film Le Consentement de Vanessa Springora. Pour ceux qui ne savent pas, Vanessa Springora, c'est une personne qui a entretenu une relation avec Gabriel Matzneff, une personne de 50 ans au moment des faits, et elle en avait 14. Elle dénonce dans son film l'emprise que Gabriel Matzneff avait sur elle. Parce qu'il faut savoir que ce mec, pour ce qu'il a fait à Vanessa Springora et à bien d'autres, il n'a jamais été condamné. Genre, le mec n'a pas passé un seul jour en tôle pour ce qu'il a fait. C'est dégueulasse. Dans les années 80, c'était un philosophe et un écrivain archi reconnu, et ça a choqué personne. Sachant que ses livres, j'en cite un, les moins de 16 ans. Voilà, ça s'arrête là. Le mec, il explique dans tous ses livres ses relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans. Rappelons-le, la majorité sexuelle dans les années 80 était de 15 ans. Le mec n'a jamais caché ses penchants sexuels pour des enfants, pour des personnes très très jeunes. Il expliquait même en détail comment il sodomisait des petits garçons de 8 ans. Et le mec n'a jamais passé un seul jour en tôle. Dites-vous que dans les années 80, il était carrément invité sur des plateaux télé pour parler de ce qu'il faisait à ces enfants-là. Et personne ne réagissait, tout le monde rigolait. Genre, c'est tarpenroll, t'as raison ma vie. À l'époque, dans les années 80, personne n'avait tiré la sonnette d'alarme. Genre, il était interdit d'interdire, en fait. La première personne à avoir été indignée par les propos de Gabriel Matzneff n'était même pas française, elle était canadienne. Le mec attendait des jeunes filles à la sortie du collège. C'est bon ou... Genre, on est bien d'accord que ce n'est absolument pas normal de se faire attendre quand tu as 14 ans à la sortie de ton collège. Voilà, donc je vous invite à aller suivre la suite du témoignage de cette jeune fille. Et je suis ça, voilà, je vous l'ai dit, on va finir sur une note positive, parce que je crois qu'il y a eu un phénomène qu'ils n'ont pas anticipé. Dans ce côté de détente, on va parler de pédocriminalité, on s'en fout, c'est que du plaisir. Eh bien,
attention, parce qu'ils ont peut-être réveillé un intérêt des jeunes qui effectivement se posent la question de savoir si à 14 ans on peut être abusé de la sorte en impunité totale dans le monde. Et ce qui est cool, c'est que cette jeune fille, elle dit avec ses mots de jeune, ça y est, je me sens vieux, je prends 30 ans dans la gueule, mais je crois que c'est un phénomène qui est très intéressant et ça pose aussi la question de savoir pourquoi ce film est sorti dans un tel anonymat et qu'il a fallu une traîne de TikTok pour le relancer vraiment et qu'on en parle, sinon ça passe et crème, comme disaient les uns les autres. Voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire. Dites dans le chat si vous avez des questions, si vous avez des choses comme ça, on papote volontiers, les copains. Tout ce que vous voulez. Voilà, on continue à en parler ou quoi. Il y a Stealth 5. Alors, Stealth 5, détends-toi, parce que j'ai vu tes messages. Oh, t'étais pas content qu'on en parle et tout. Tranquille. N'oublie pas non plus que je fais ce que je veux. Puis là, je suis particulièrement tendu avec le sujet de ce film. Donc, voilà. Très important de rappeler. Donc, c'est vrai que là, on a envie de boire un coup. Je vais pas vous mentir. Presque, je vous dois du pognon parce que c'est vrai que vous êtes un peu mon exutoire là. J'avais besoin de parler de ce truc-là parce que ça me. Ah, j'étais vraiment assez zinzin en fait, assez zinzin en sortant de la salle. Je trouve ça terrible quoi. Je trouve ça vraiment terrible. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous invite vraiment à aller voir ce film. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est trop facile de fermer les yeux. C'est trop facile de fermer les yeux sur la réalité de la perception que peut avoir ce genre de. De la perception que ces couches sociales ont de la pédocriminalité, où ils en font des films où c'est que du plaisir. Je crois que voilà, ne sombrez pas dans la facilité, si vous voulez. C'est ce mal qui nous dit ce film est l'anti-Sound of Freedom, selon toi. J'ai pas encore vu Sound of Freedom. Il faut que je l'achète. J'aimerais l'acheter sur une plateforme où c'est carré, où ça revient au producteur ou à je sais pas qui. Je l'ai pas encore vu. Je vais pas te mentir, je vais le regarder, mais pas tout de suite. Voilà, parce que sinon, je vais me flinguer. Hein. Je vais attendre un petit peu. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord. Non, je voulais vous en parler avec là, c'est beaucoup moins juste milieu que d'habitude, mais ça m'a vraiment foutu le moral dans les godasses en fait, si vous voulez. Que tout ça soit aussi évident en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Le vrai problème du film Le Consentement, c'est que c'est évident. C'est qu'on vous dit clairement, bah ouais, et alors quoi. Genre, on te parle de ça comme on te parlerait d'autres thématiques qui sont pas aussi graves. Et c'est la normalisation, c'est la fenêtre d'Overton. Ce sont ces notions-là. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et si aujourd'hui, on ferme les yeux devant ça en disant « Oh non, mais je veux pas aller le voir, pourquoi il faut aller voir ça et tout ?» Ça va avancer petit à petit. Ça va avancer petit à petit. Et puis voilà, donc non. Voilà, je vais pas me relancer là-dessus, les amis. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, les copains, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, les amis. On va, je vais filer à l'anglaise, les amis. Pour aujourd'hui, on va se retrouver bien sûr demain. Ça, c'est très important. Gardez la banane. C'est vrai que je vous ai peut-être un peu foutu le moral dans les godasses, mais il faut parler de tout ça. Il faut parler de tout ça. On peut pas parler on peut pas ignorer volontairement les trucs, sinon c'est la tuilasse. Donc, les amis, voilà, je vous embrasse. Pour aujourd'hui, on va se retrouver demain, 16h45, pour le dernier Juste Bistrot de 2023. Voilà, les amis, on finira l'année demain. Soyez au rendez-vous et en plus, il y aura la farce tranquille. Double dose de plaisir. À demain, les amis, prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France.